Bonjour et bienvenue au 56e épisode de Raptor Kiff. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le match opposant les Miami Heat au Toronto Raptors. Le match se déroule à Toronto et nous sommes le mardi 13 février 2018. Les Miami Heat sont actuellement 8e de la conférence Est avec un record de 30 victoires et 26 défaites, tandis que les Toronto Raptors sont actuellement premiers de la conférence Est avec 39 victoires et 16 défaites. Un match très important pour les Raptors puisque ils doivent absolument gagner les deux matchs à venir, que ce soit le match ce soir contre les Miami Heat ou le prochain dans 2 jours contre... Pardon, écraser tout ce que je viens de dire. C'est pas dans 2 jours, c'est demain soir contre les Chicago Bulls et le match se déroulera à Chicago. En effet, c'est crucial pour les Raptors pour terminer avant le All-Star premier de la conférence Est, ce qui serait une consécration pour cette équipe qui cette année a fait un excellent travail. La bonne nouvelle pour les Toronto Raptors de la journée est le fait qu'O.G. Anunoby ne semble pas souffrir de sa petite entorse qu'il a eue lors du précédent match. Il fait partie du 5 de départ qui est composé de Kyle Lowry, DeMar DeRozan, O.G. Anunoby, Serge Ibaka et Jonas Valanciunas. Pour les Milwaukee Bucks, pour les Miami Heat, oh là là, je suis complètement à l'ouest ce soir, enfin cette nuit. Pour les Miami Heat, le 5 de départ est donc Goran Dragic, Tyler Johnson, Richardson, Winslow et Whiteside au poste de pilier. Et après quasiment 4 minutes dans ce premier quart-temps, le score est de 12 partout entre Miami et Toronto. Et sur les 12 points de Toronto, 6 ont été marqués par O.G. Anunoby par 2 paniers à 3 points. Puis le reste a été marqué à part égale entre Jonas Valanciunas et Kyle Lowry. Il reste 2 minutes 28 dans ce premier quart-temps et les deux équipes sont toujours à égalité, cette fois-ci 20 partout. Temps mort demandé par Miami et au retour du temps mort, ce sera un lancer franc pour Kyle Lowry qui vient de mettre un tir acrobatique s'il en est après une faute sur lui commise par un joueur de Miami qui l'a littéralement poussé pendant qu'il shootait et Kyle Lowry a mis le tir, a mis le ballon dans le panier et du coup il ira au lancer franc pour concrétiser un point de plus qui leur permettrait de passer devant Miami, ce qui n'est plus le cas depuis qu'il est égalité 12 partout tout à l'heure. À la fin du premier quart-temps, les Raptors mènent 28 à 24 et c'est un DeMar DeRozan en très grande forme et qui distribue comme un Kyle Lowry qui est très énergique aujourd'hui et qui va à 200 km/h sur le terrain, poussant la Miami à des fautes, lui et DeRozan attrapant, volant des ballons, attaquant en transition. Il y a du très beau jeu, mais de la part des deux équipes, cela va très vite, malgré le score qui n'est pas si élevé que ça. Cela dit, cela va vraiment très vite. Les deux défenses sont très bien en place. Et cela se voit sur le terrain et cela se ressent dans l'énergie dépensée par les deux effectifs. Donc Miami qui se bat pour conserver sa place dans les playoffs. Et Toronto pour conserver sa première place de la conférence Est. Après 2 minutes et 16 secondes dans le deuxième quart-temps, les Toronto Raptors ont creusé un petit peu l'écart, menant 34 à 27. Et encore une fois, c'est le banc des Raptors qui fait le boulot pour vraiment creuser cet écart. Et quel écart, on le voit. Et si vous avez l'occasion de regarder ce match, franchement, vous verrez, on a l'impression de 2 ruches qui vont l'une à l'autre. Cela bouge dans tous les sens, le ballon circule de la part des deux équipes. C'est vraiment très impressionnant à voir du très beau basket, de la très bonne défense.
En tout cas, du côté des Raptors, on doit bien dire que pour Miami, la défense est là, mais c'est principalement les Raptors qui manquent des paniers. Donc, il y a vraiment quelque chose de cette deuxième unité, ce banc des Toronto Raptors qui est, de l'avis de tous les experts de la NBA aujourd'hui, le meilleur banc de la NBA. Alors maintenant, il va falloir faire attention puisque Cleveland, qui après avoir échangé la moitié de son équipe au jour de la trade deadline, a récupéré pas mal de très bons joueurs dans dans son banc, et il pourrait venir, disputer la pole position du banc des Raptors. En tout cas pour la conférence Est. Il reste dorénavant 6 minutes 45 à jouer dans le deuxième quart-temps et Miami est passé devant, menant dorénavant 40-37. Et depuis le dernier temps mort, Miami a donc passé la vitesse supérieure, tout du moins le banc de Miami, qui a fait un excellent boulot et surtout qui a eu une bien meilleure réussite au tir que le banc des Raptors. Il reste 3 minutes 54 à jouer dans ce deuxième quart-temps et Miami qui a définitivement pris l'avantage dans ce quart-temps puisqu'il mène dorénavant 49-41 et il semblerait que les Raptors n'arrivent pas à les contenir en défense. C'est absolument incroyable à quel point le match a changé à un moment donné, au temps mort, à 9 minutes. Le match à 8 minutes ou 9 minutes dans le deuxième quart-temps, il restait 9 minutes je crois dans le deuxième quart-temps et Erik Spoelstra a appelé un temps mort et à partir de ce moment-là tout a changé, mais vraiment tout a changé. La physionomie du match n'est plus du tout la même, les Raptors sont incapables de contenir Miami qui en plus réussit à peu près tout ce qu'ils tentent. Et à la mi-temps, les Toronto Raptors mènent 57-55. Quelle remontée de la part des Raptors dans les 3 dernières minutes. Eux qui étaient menés de 8 points prennent l'avantage de 2 en cette fin de quart-temps. Et faut dire quel match, superbe défense, une activité incroyable de la part des deux équipes en défense. Et des très beaux mouvements en offense. Le ballon circule de part et d'autre, c'est-à-dire les Miami Heat ont un très beau jeu de passe et les Toronto Raptors font jeu égal dans ce domaine. C'est vraiment du très très haut niveau de basket ce soir auquel on assiste et c'est vraiment agréable, je dois dire. À noter que dans ce deuxième carton, c'est Norman Powell qui remplace OG Anunoby, qui je suppose est en restriction en termes de minutes, en termes de temps de jeu, du fait de sa cheville. Et donc, en fait, j'ai dû me tromper lors du dernier podcast, il s'agissait de sa cheville droite. Donc, Norman Powell qui a l'opportunité et qui fait un très bon boulot en défense et qui fait circuler le ballon. Ce qui, quand il était dans son espèce de petit marasme de début de saison, avait du mal à faire, c'est-à-dire créer pour les autres. Et là, on le voit que c'est ce qu'il applique dorénavant, ce qui fait que son jeu est beaucoup plus posé, beaucoup plus fluide, ce qui devrait lui permettre de lui ouvrir pas mal de portes pour aller au panier, c'est ça, en seconde mi-temps. En tout cas, je l'espère. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les podcasts Raptor Kiff ainsi que la ronde NBA sur le site mykiff.fr, mykif.fr. Vous pouvez également nous retrouver sur les pages Kiff Podcast sur YouTube, SoundCloud et Twitter et sur la page Sport au pluriel Kiff, K-I-F, plus loin podcast au pluriel également de Facebook. Donc je rappelle Sport Kiff Podcast sur Facebook. Vous pouvez me contacter par mail à contact@gmail.com.
contact au singulier. N'hésitez pas surtout à me poser toutes les questions. Vous pouvez même envoyer des critiques ou même si vous avez des propositions, vous avez un podcast, quel que soit le sujet que vous voulez diffuser sur mon site ou par l'intermédiaire d'une de mes pages. Surtout, n'hésitez pas à me les envoyer par mail. Je les écouterai et si cela me plaît, je partagerai. Voilà, on se retrouve tout de suite pour la seconde mi-temps. Après 5 minutes et 36 secondes dans le troisième quart-temps, les deux équipes sont à égalité, 72 partout. Et c'est Dragic pour les Miami Heat qui fait le boulot, qui arrête pas, qui monte le ballon et qui attaque sans arrêt, et qui pose de gros soucis à la défense des Raptors. On l'avait déjà vu dans les matchs précédents entre les deux équipes, mais là Dragic est en train de mettre une pression énorme sur la défense des Toronto Raptors, alors que le jeu de passe des Raptors continue de poser problème pour l'instant à Miami. Mais les deux équipes sont sur un pied d'égalité. Si Toronto arrive à contenir un tant soit peu Dragic, il pourrait créer un petit avantage et donc creuser l'écart. Il reste 4 minutes 45 dans ce troisième quart-temps et le score est de 77 pour les Raptors à 75 pour Miami. Et c'est toujours Dragic qui continue de poser des problèmes. Toronto a échangé OG Anunoby pour Fred VanVleet, mais Fred VanVleet n'arrive pas pour le moment non plus à contenir Dragic. Et durant la fin de ce troisième quart-temps, les Raptors ont complètement écrasé, et oui, je ne peux pas dire autre chose, les Miami Heat. L'une des meilleures défenses de la ligue vient de se faire enfoncer littéralement par l'offense et la qualité offensive des Raptors, puisque dorénavant, à la fin du troisième quart-temps, les Raptors mènent 98 à 81. 17 points d'avance, alors que depuis, je dirais, la mi-temps, l'avance était maximum de 2, 4, 5 points pour les Raptors ou pour Miami. Et là, les Raptors ont enfoncé les portes ouvertes et c'est un DeRozan qui a marqué 19 points, ou peut-être 21, je ne suis pas sûr, dans ce quart-temps. Il a été impérial, franchement, c'était magnifique. Un Kyle Lowry pareil, impérial, un Serge Ibaka qui a agi superbement, un Fred VanVleet quand il est rentré qui a produit une très bonne défense disruptive et qui a permis par ses deux tirs à 3 points aussi à des moments cruciaux de creuser l'écart. Donc nous avons une superbe équipe et comme le disaient les commentateurs américains, et je suis d'accord avec eux, le fait que les Raptors aient 11 joueurs qu'ils peuvent mettre sur le terrain est capable de marquer. Et il faut savoir que ce n'est jamais arrivé dans l'histoire de la NBA. Les Raptors sont la seule équipe dans l'histoire de la NBA à avoir 11 joueurs à plus de 6 points de moyenne par match cette saison. C'est du jamais vu et c'est pour dire à quel point cette équipe a les moyens d'enfoncer n'importe quelle défense. Et on le voit en ce moment, ils y mettent du cœur, ils partagent, ils sont heureux de jouer les uns avec les autres, ils ont du succès, cela se voit, cela se sent, et en plus ils croient en eux-mêmes. Et je pense que la victoire éclatante contre Cleveland il y a 15 jours, la victoire éclatante contre Boston et les quelques autres victoires ces derniers temps marquent les esprits et je pense que maintenant qu'ils sont en première place de la conférence Est, ils ne risquent pas de s'arrêter. En tout cas, pas avant, je pense, le All-Star. Nous verrons après le All-Star ce qu'il en est, car il y a toujours, vous savez, quand on s'arrête un certain temps, un moment de reprise qui est difficile. L'année dernière, ils avaient plutôt eu une bonne reprise après avoir eu un passage complètement à vide avant le All-Star. Là, cette année, espérons qu'il n'y ait pas de passage à vide et que directement après le All-Star, ils soient capables d'enchaîner comme ils viennent de le faire ces derniers temps, car ils sont sur une bonne série. Ils jouent très bien, le ballon circule, la défense est en place
Et nous assistons vraiment à ce qui est dans l'histoire des Raptors, et non pas dans l'histoire de la NBA cette fois-ci, mais dans l'histoire des Raptors, à la meilleure équipe des Toronto Raptors que nous ayons vu, non seulement en termes de scoring, mais en termes de cohésion et dans tous les domaines, c'est-à-dire qu'ils partagent le ballon circule correctement en offense, ce qui permet d'avoir pas mal de tirs complètement démarqués, et la défense est enfin posée, une défense qui a son identité, et en plus cette année nous avons un banc qui est génial. C'est le meilleur banc de la NBA, c'est le plus jeune banc je crois, ou un des plus jeunes bancs de la NBA, et le meilleur banc de la NBA, ce qui promet pour le futur des Raptors. Je suis certes excité, mais vous auriez vu ce match jusqu'à il y a environ 3 minutes, 4 minutes de jeu, vous vous seriez dit, oh là là, ce match, il va se jouer à 1 point, et ce n'est pas fini, il reste un 4e quart-temps, je ne suis pas devin, je ne vais pas prédire ce qui va arriver, et on sait que Miami peut très vite monter dans un run, ils l'ont fait tout à l'heure dans le 2e quart-temps, donc je ne vais pas trop m'avancer non plus, mais là l'effort produit est juste hallucinant et juste écrasant. Dites-vous bien, en 3 quarts-temps, les Raptors ont marqué 98 points en 3 quarts-temps. Il reste encore 12 minutes à jouer. Au rythme auquel les Raptors jouent, ils pourraient inscrire 130 ou 135 points d'ici la fin du match. Bon, généralement ça se calme, mais nous verrons bien ce qu'il en est. À tout de suite pour le 4e quart-temps. Je tiens tout de suite à dire, avant d'entamer ce 4e quart-temps, que Dwayne Casey mérite vraiment les honneurs d'être considéré pour être le coach de l'année de la NBA, car le boulot qu'il fait avec les jeunes est sensationnel. Maintenant que Toronto est devant Boston, on devrait parler de Casey et non plus de Stevens. Bon, le seul qu'on peut mettre dans la même catégorie serait sans doute Steve Kerr, mais nous n'y sommes pas, et c'est vrai qu'il n'y a que 3 matchs au goal average entre Toronto et Golden State. Certains diront oui, ça fait toute la différence. Oui, mais si on prend le fait que Toronto a perdu ses 2 matchs contre Golden State, cela ne fait plus trop d'écart entre les deux équipes, en tout cas au classement général. Donc on peut voir à quel point c'est serré en haut de cette ligue. L'élite, Toronto en fait partie. Ils ont décidément, depuis quelques années, mis la barre haute, et je pense que cette année la barre est très très haute. Dans le 4e quart-temps, après 3 minutes et 55 secondes de jeu, les Raptors mènent 103-89, et Miami qui essaye de pousser dans ce début de 4e quart-temps pour revenir sur les Raptors. Mais la défense du banc tient bon et interrompt complètement l'offense, enfin pas complètement du coup, mais en tout cas perturbe littéralement l'offense de Miami. Il faut dire que Miami n'est pas la meilleure offense de la ligue, loin de là, et que déjà le chiffre qu'ils ont à l'heure actuelle, c'est-à-dire 89 points avec 8 minutes encore restantes, est plutôt un haut niveau pour Miami. Donc pour le moment Miami pousse, et c'est d'ailleurs le coach de Miami qui demande le temps mort à l'heure actuelle. Donc il risque d'y avoir un deuxième push, une deuxième poussée, pardon, il faudrait que je parle français quand même, une deuxième poussée après ce temps mort pour Miami. Il faut que les Raptors sachent répondre et surtout continuent de défendre aussi bien qu'ils le font à l'heure actuelle. Petite note, aujourd'hui il s'agit du 1000e match pour la mascotte des Raptors, le Raptor. Donc son 1000e match à noter. Joyeux anniversaire à lui. Il reste 5 minutes 59 dans ce 4e quart-temps et les Raptors mènent 109-94. Miami était revenu à 11 points, puis là les Raptors ont bien défendu et cela leur a permis de marquer en transition.
Petite note concernant deux joueurs des Toronto Raptors qui avaient beaucoup de problèmes en début de saison avec leur lancer franc, Pascal Siakam et Jakob Poeltl, et je trouve depuis environ un mois que leur taux de réussite au lancer franc est bien plus élevé qu'il ne l'était en début de saison, ce qui est plutôt de bon augure pour leur confiance, et je dois dire aussi que l'on voit une amélioration de la part de Pascal Siakam concernant son tir à 3 points. D'abord, il en tente beaucoup moins, et quand il les tente, ce ne sont pas des tirs compliqués, ce sont des tirs démarqués, ce qui lui permet d'avoir un taux de réussite, je pense, pour le mois de février, et même pour depuis la deuxième partie du mois de janvier, car c'est là que j'avais commencé à le remarquer. Je pense que depuis ce moment-là, il est plutôt dans une bonne phase, un bon taux de réussite à 3 points. C'est pour dire si les deux, qui sont les meilleurs amis du monde d'ailleurs en dehors du terrain, puisqu'ils font beaucoup de choses ensemble. C'est assez hallucinant d'ailleurs, puisqu'ils ont été draftés ensemble et depuis apparemment ils ne se quittent pas. C'est Yak & Skills, vous pouvez les retrouver d'ailleurs, je crois qu'ils ont une page Instagram ou quelque chose comme ça, intitulée Yak & Skills, et qu'ils ont réalisé d'ailleurs cet été quelques petites vidéos, et les deux s'entraident et je dirais sans complexe, ils sont en train de pousser les limites de leur jeu, et cela devient vraiment de plus en plus intéressant. Pascal Siakam montre qu'il est capable de de jouer comme un meneur une fois qu'il a le ballon dans les mains. Il faut encore qu'il raffine un petit peu son jeu de dribble, mais son jeu de passe est plutôt déjà très bon. Je pense que plus il va avoir de temps de jeu et plus ses stats vont augmenter, car il a de très bons atouts, je dirais, dans son jeu. Il a des capacités dans lesquelles il n'a pas encore puisé. Cela se sent, il y a un énorme potentiel chez lui, et les Raptors ont sans doute trouvé une belle petite pépite, en tout cas au poste de 4, et Jakob Poeltl, pardon, je cherchais son nom, Jakob Poeltl au poste de 5, quant à lui, est aussi une petite pépite, très bon défensivement, très rapide de ses pieds, il est capable de défendre à peu près tout le monde, je dirais du 2 au 5, peut-être pas les meilleurs meneurs, mais en tout cas il est capable de défendre, et cela fait du bien à cette équipe des Raptors d'avoir un banc qui soit capable de défendre à ce niveau-là, car je pense que ce qui fait du banc des Raptors le meilleur banc de la ligue, c'est surtout sa défense. C'est incroyable, c'est-à-dire qu'ils ont quand même 6 voire 7 joueurs venus du banc qui sont jeunes, que ce soit donc Fred VanVleet, Delon White, Norman Powell, Pascal Siakam, Jakob Poeltl et Lucas Noriega. Ils ont 6 jeunes joueurs, sans compter bien entendu CJ Miles, le vétéran, celui qu'ils appellent le papa du banc, Bench Dad, c'est son surnom dans l'équipe à CJ Miles, c'est pour dire s'il est le leader de ce banc et s'il fait un superbe boulot à éduquer, ou en tout cas à montrer l'exemple pour tous ces jeunes qui ont un très brillant avenir s'il en est. Il reste 3 minutes 20 dans ce quatrième quart-temps, et comme je l'avais dit, il ne faut pas dormir avec Miami. Et Miami revient, puisque Toronto dorénavant ne mène plus que de 10 points, 112 à 102. C'est des petits allers-retours en ce moment entre les deux équipes, et là on est dans un run Miami qui pousse, je l'avais dit, il pousserait jusqu'au bout, et avec 3 minutes 20 encore à jouer, rien n'est fait dans ce match, même si j'ai bon espoir que les Raptors l'emportent. Il reste 1 minute 27 et les Raptors en manque de réussite dans cette fin de match, puisque Miami qui pousse et qui revient. Les Raptors mènent toujours, mais seulement de 5 points. Le score est maintenant de 112 à 107 avec 1 minute 24 à jouer encore dans ce quatrième quart-temps. Et rien n'est fait du coup.
Et il reste dorénavant plus que 56 secondes et 9 dixièmes et le score est encore réduit puisque les Toronto Raptors appellent un temps mort. Le score est de 112 à 109 et Dragic qui encore réalise des exploits en cette fin de match pour Miami et qui emmène cette équipe et de quelle manière, je dois dire, puisque là, franchement, revenir sur des Raptors qui étaient qui jouaient extrêmement bien, et Miami a réussi à contrer complètement les Raptors en cette fin de match, et c'est impressionnant. Il reste 56 secondes et 9 dixièmes, je le rappelle. Le coach des Raptors, Dwayne Casey, appelle un temps mort. Espérons que les Raptors sachent réagir dans cette fin de match. Il reste dorénavant 41 secondes et 1 dixième dans ce quatrième quart-temps et les Raptors mènent 113 à 109 après un lancer franc raté et un réussi de la part de DeMar DeRozan qui a tenté une superbe pénétration pour aller dunker et qui s'est fait fauter sur un contre adverse de la part de Tyler Johnson. Qui a envoyé du coup DeMar DeRozan au lancer franc et qui en a réussi, comme je le disais, un seul sur deux. Dommage. Pour le moment, les Raptors mènent toujours de 4 points avec 41 secondes et 1 dixième encore à jouer dans ce quatrième quart-temps. Et sur la remise en jeu suivant le temps mort, les Miami Heat tentent un 3 points et c'est rebond à Pascal Siakam qui arrive à remettre la balle à Kyle Lowry qui s'en va et qui est fauté et qui ira shooter 2 lancers francs alors qu'il reste dorénavant plus que 27 secondes et 1 dixième. Les Toronto Raptors mènent toujours 113 à 109 avec 2 lancers francs à suivre pour Kyle Lowry. Kyle Lowry a marqué ses 2 lancers francs, mais sur l'action suivante, c'est... En fait, je dis une bêtise. Kyle Lowry a loupé son deuxième lancer franc, ce qui fait que le score est de 114 à 109. Excusez-moi, j'étais dans l'émotion de l'action suivante. Du coup, dans la contre-attaque de Miami, il y a un shoot qui dont le rebond est attrapé par DeMar DeRozan, qui malheureusement, apparemment, se retrouve en dehors du terrain après une pression de 2 joueurs de Miami après le rebond. Et du coup, ce sera sans doute ce ballon Miami. Il y a là un temps d'arrêt dans le match puisque les arbitres sont en train de décider de ce qu'il s'est vraiment passé. Y a-t-il eu un appel pour un temps mort de la part de Raptors à partir du moment où DeRozan a attrapé le ballon au rebond, ou est-ce que DeRozan était déjà sorti du terrain à ce moment-là? Attendons la suite. Et finalement, la balle sera redonnée du coup à Miami, qui tente un panier à 3 points et qui marque. Le score est donc de 114 à 112 avec 6 secondes, et 6 dixièmes. Temps mort demandé par les Raptors. Et sur la remise en jeu suivante faite par CJ Miles, les Raptors ont du mal à se démarquer. Il arrive à passer le ballon à Jonas Valanciunas qui lui repasse la balle. CJ Miles qui décide de ne pas shooter et qui est du coup fauté. Il shootera 2 lancers francs. Le premier lancer franc est validé. Les Raptors mènent dorénavant 115 à 112 avec 3 secondes et 9 dixièmes à jouer. Quel suspense! CJ Miles loupe le lancer franc et Richardson qui traverse tout le terrain et qui tente un panier à 3 points in extremis et qui ne rentre pas. Du coup, les Toronto Raptors s'en sortent et remportent le match 115 à 112. Une victoire d'arrache-pied. Là, il a fallu qu'il s'arrache quelques dents pour gagner ce match. De la sueur aujourd'hui pour les Raptors qui pourtant en fin de troisième quart-temps avaient bien enfoncé les Heat. Et ils avaient bien refroidi les radiateurs à la fin du troisième quart-temps, mais Miami a su réagir dans ce quatrième quart-temps et revenir. Vraiment, ils sont revenus à 2 points là en cette fin de match et les Raptors s'en sortent de justesse. Je le rappelle, les Toronto Raptors victorieux 115 à 112, ce qui enfonce d'ailleurs un peu plus Miami et ce qui permet à Détroit d'avoir une chance encore plus nette de revenir vers
vers la 8e place du classement général, puisque Détroit est 9e à deux matchs, je crois, de goal average d'écart avec Miami. Donc cela permet à Détroit d'espérer tout de même toujours de pouvoir accéder aux playoffs. Bien sûr, aussi, c'est la 40e victoire de la saison pour les Toronto Raptors sur 56 matchs joués, ce qui ont fait le meilleur pourcentage historique des Toronto Raptors arrivé à ce niveau-là de la saison, ce qui est tout de même excellent. Il restera à voir ce qu'ils feront lors des 26 derniers matchs. En l'occurrence, il en reste un avant le All-Star, c'est celui de demain contre Chicago, à Chicago, je le rappelle. Mais c'est plutôt intéressant, c'est la 6e victoire d'affilée des Toronto Raptors qui sont la deuxième équipe la plus en forme du moment, puisque c'est Utah avec 9 victoires d'affilée qui devance les Toronto Raptors, mais des Raptors très en forme, très en place. Malgré aujourd'hui un match un peu chaotique, il faut dire que Miami a cette faculté de jouer réellement 48 minutes, ce qui n'est pas le cas encore pour les Raptors, tout à fait en tout cas, quand ils doivent faire face à une équipe aussi bonne défensivement. Passons tout de suite à la feuille de match avec OG Anunoby qui a joué 12 minutes, 6 points, 2 rebonds, qui a été à 2 sur 3 au tir et un très bon 2 sur 2 à 3 points. Il a commis une seule faute. Il faut dire tout de même, s'il a peu joué, c'est qu'il était en minute restriction, en restriction de minutes due à sa blessure à la cheville. Alors on dit une petite foulure, alors je ne sais pas exactement ce que c'est pour qu'il ait pu jouer si rapidement. Mais voilà. Serge Ibaka, quant à lui, a joué 25 minutes. Il a marqué 14 points, 10 rebonds. Il a été à 5 sur 7 au tir, 0 sur 1 à 3 points. D'ailleurs, c'est rare qu'il tente aussi peu de 3 points. 4 sur 4 au lancer franc, un rebond offensif, aucun turnover et aucune faute personnelle. Il est plutôt bon stat pour Serge Ibaka dans ce match, qui a été vraiment bon, hein, faut bien le dire. Jonas Valanciunas, quant à lui, a joué 30 minutes, 6 points, 10 rebonds, une passe, un ballon volé, un contre, 2 sur 4 au tir. Aucun 3 points dans ce match. Il faut dire qu'il a été très bien gardé au niveau de la ligne des 3 points. Il n'a jamais été démarqué pour en tenter un. Il a été 2 sur 2 au lancer franc, un rebond offensif, 2 fautes et 2 turnovers pour Jonas Valanciunas. DeMar DeRozan a joué 35 minutes, 27 points, dont 19 inscrits dans le troisième quart-temps. 2 rebonds, 4 passes décisives, un ballon volé, 11 sur 25 au tir, 44% de réussite, 1 sur 7 à 3 points. 4 sur 6 au lancer franc, dont un crucial manqué en fin de match, un rebond offensif, 3 turnovers et 2 fautes sifflées contre DeMar DeRozan. Kyle Lowry, enfin, qui a joué 32 minutes, 22 points, 4 rebonds, 8 passes décisives, 2 ballons volés, 8 sur 17 au tir, 47% de réussite, 4 sur 8 à 3 points, donc 50% de réussite, 2 sur 3 au lancer franc, et lui aussi un lancer franc manqué en fin de match, 2 rebonds, 1 turnover et 3 fautes contre lui. Ensuite, CJ Miles, venu du banc, du coup. Alors, il a joué 15 minutes, 11 points, 3 sur 11 au tir et 2 sur 10 seulement à 3 points, 3 sur 5 au lancer franc. Pareil, il a manqué un lancer franc crucial qui aurait pu coûter les prolongations, du coup, aux Raptors. Et il a commis une seule faute dans ce match. Jacob Poeltl a joué 17 minutes, 4 points, 1 rebond. Un contre,
Il a été à 1 sur 1 au tir, aucun 3 points, 2 sur 2 au lancer franc, comme je le disais, de bien meilleures stats et un bien meilleur taux de réussite finalement au lancer franc pour lui et pour Pascal Siakam. Il a attrapé un rebond offensif et a commis 4 fautes. Pascal Siakam a joué 19 minutes, 5 points, 4 rebonds, une passe décisive, 2 sur 8 au tir, 0 sur 1 à 3 points, 1 sur 1 au lancer franc. 2 fautes pour Pascal Siakam. Fred VanVleet qui a joué 23 minutes, 10 points, 5 rebonds, 6 passes décisives, 2 ballons volés, 4 sur 8 au tir et un 2 sur 3 à 3 points. Il a commis une seule faute. Delon White, 21 minutes, 10 points, 1 rebond, 2 passes décisives, 1 ballon volé, 1 contre, 4 sur 6 au tir, dont un 2 sur 3 à 3 points de bon augure. 1 rebond offensif et 2 fautes commises par Delon White. Et enfin, le dernier joueur à avoir joué dans ce match est Norman Powell. Il a joué 6 minutes dans le deuxième quart-temps en remplacement de OG Anunoby. Il n'a marqué aucun point, un seul rebond, 2 passes décisives. Par contre, comme je le disais tout à l'heure et comme je le soulignais, plutôt très bien pour lui. Il n'a tenté aucun tir dans ce match, ce qui je pense est assez exceptionnel pour Norman. Il a commis une seule faute. Voyons voir au niveau des stats généraux. Alors, les Toronto Raptors ont marqué 115 points, 40 rebonds, 24 passes décisives, 7 ballons volés, 3 contre, à égalité avec Miami. 42 sur 90 au tir, ce qui fait un taux de réussite de 46,7%. En général, et aux 3 points, ils ont été 13 sur 35, c'est-à-dire 37,1%, 18 rebonds offensifs tout de même, je disais une bêtise, 18 sur 23 au lancer franc, et 7 rebonds offensifs, il y a eu 8 turnovers seulement de la part des Raptors dans ce match, et 19 fautes commises. En comparaison, Miami a marqué 112 points avec 51 rebonds, donc là ils ont largement dominé les Raptors, 24 passes décisives, 5 ballons volés, 3 contre, comme je disais, à égalité avec les Raptors. 82 sur 86 au tir, 48% de réussite, ce qui est meilleur que les Raptors. 12 sur 29 aux 3 points, ce qui est aussi meilleur que les Raptors, et 16 sur 19 au lancer franc. Allez comprendre comment ça se fait que les Raptors ont pu gagner. Miami a eu 10 rebonds offensifs. Par contre, 16 turnovers, et je pense que c'est là que s'est fait la différence, et 18 fautes commises. Ce soir, je vais remettre que des étoiles parce que malgré le score très serré, ma première étoile reviendra au coach Dwayne Casey pour sa 301e victoire en tant que coach des Raptors. Et quel match, franchement, quel match extraordinaire. 2 coachs de toute beauté, tout du moins pas physique, mais en termes de science du coaching, c'était vraiment impressionnant à observer et les 2 équipes ont été vraiment impressionnantes. Je veux dire, le nombre de passes décisives n'est pas indicatif de comment le ballon a pu circuler dans les mains de chaque équipe. C'était vraiment impressionnant et je pense que vous me l'avez entendu dire dans le podcast, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. Donc je vais remettre une grosse étoile aux 2 coachs, ce qui me fera d'ailleurs 2 étoiles. Ma 3e étoile du coup revient à DeMar DeRozan qui est sans doute un des meilleurs joueurs du match, qui a fait énormément dans ce match. Surtout dans ce 3e quart-temps où les Raptors ont poussé énormément et il a fait partie de cette poussée puisque les Raptors ont marqué 41 points dont 19 de DeMar DeRozan, qui a emmené cette équipe pendant 12 minutes puisqu'il a joué les 12 minutes et d'ailleurs il est le joueur qui finit, alors j'en parle quasiment jamais car je trouve pas que ce soit quelque chose de très indicatif,
mais du plus-minus, c'est une stat qui indique en fait quand tu es sur le terrain, quel est l'avantage ou le désavantage de ton équipe quand tu es sur le terrain. Et DeMar DeRozan finit avec un plus 10 en plus-minus, et c'est le meilleur plus-minus du match. Donc une grosse étoile pour DeMar DeRozan. Ensuite, je remettrai mon autre étoile à Kyle Lowry qui, en début de match, a vraiment montré l'exemple, a emmené l'équipe dans la première mi-temps. Et c'était vraiment impressionnant la vitesse à laquelle, du coup, on passait d'un côté du court à l'autre. Il faut dire qu'il y a eu beaucoup de turnover pour Miami qui a laissé échapper beaucoup de ballons dus sans doute à l'activité des bras et des mains des Raptors en défense. Et c'est Kyle Lowry qui, en tout début de match, a vraiment montré l'exemple, donc une grosse étoile pour lui. Je remets une seule étoile, mais ce sera pour deux joueurs, c'est pour Delon Wright et Fred VanVleet qui, venus du banc, ont fait un excellent boulot en offense, distribuant et créant des opportunités pour leurs partenaires. Et bien entendu, ma dernière étoile reviendra à Yak and Skills, Pascal Siakam et Jacob Poeltl qui ont fait un superbe boulot en défense quand ils ont été sur le terrain, et c'était vraiment très impressionnant. Je m'arrête là du coup pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain pour le match opposant les Toronto Raptors aux Chicago Bulls. Je vous rappelle que le match a lieu à Chicago. Il aura lieu à 2 heures du matin, heure française. Donc voilà, on se retrouve demain. Allez, ciao les copains. Petit post-scriptum pour vous dire que les Cleveland Cavaliers viennent de l'emporter 120-112 face à Oklahoma City Thunders, et que la nouvelle version des Cavaliers montre qu'ils sont capables de rivaliser avec les meilleures équipes. Après leur victoire contre Boston, c'est Oklahoma qui passe à la moulinette des Cleveland Cavaliers et de LeBron James. À noter aussi du coup, puisque le match est aussi terminé, les Houston Rockets qui l'ont emporté 126-108 face aux Minnesota Timberwolves, et Houston qui démontre qu'ils sont une des meilleures équipes qu'il faut prendre très au sérieux. Autre match qui s'est déjà terminé, les Milwaukee Bucks l'ont emporté 97-92 face aux Atlanta Hawks. Et du coup, cela commence à nettement se dégager dans la conférence Est au point de vue du classement général et des équipes qui se positionnent pour les playoffs. Les Toronto Raptors sont premiers du coup avec 40 victoires et 16 défaites. Les Boston Celtics sont deuxièmes avec 40 victoires et 18 défaites. Les Cleveland Cavaliers sont troisièmes avec 34 victoires et 22 défaites. Les Milwaukee Bucks sont quatrièmes du coup avec 32 victoires et 24 défaites, à égalité avec les Washington Wizards. Les Indiana Pacers sont sixièmes avec 32 victoires et 25 défaites, tandis que les Philadelphia Sixers sont septièmes avec 29 victoires et 25 défaites. Les Miami Heat, du coup, sont huitièmes et restent huitièmes avec 30 victoires et 27 défaites. C'est derrière Détroit qui est en chasse en 9e position avec 27 victoires et 29 défaites. Détroit qui a fait l'un des plus gros échanges de la trade deadline, puisqu'ils ont échangé Harris Bradley et Bogdanovic, je ne sais plus exactement son nom, Bogdan en tout cas c'est son surnom, pour Blake Griffin, et ils espéraient bien sans doute quelque chose, même si à mon avis ils préparent plutôt la saison prochaine. Et du coup ils sont en chasse, mais c'est vrai que Toronto commence à vraiment avoir déjà rattraper Boston et passer devant. Cleveland qui est dans une phase bien ascendante en ce moment, puisque si on regarde les tendances, Toronto est à 8 victoires et 2 défaites sur les 10 derniers matchs. Boston a 6 victoires et 4 défaites.
Cleveland est à 7 victoires et 3 défaites. Les Milwaukee Bucks sont à 8 victoires et 2 défaites. Les Washington Wizards sont à 6 victoires et 4 défaites. Les Indiana Pacers sont à 7 victoires et 3 défaites. Les Philadelphia Sixers sont à 6 victoires et 4 défaites, tandis que les Miami Heat sont à 3 victoires et 7 défaites, alors que Détroit en chasse est à 5 victoires et 5 défaites lors des 10 derniers matchs. D'ailleurs, Détroit a perdu 3 matchs d'affilée, Boston en a perdu 2, Toronto en a gagné 6, les Cleveland Cavaliers en ont gagné 4 d'affilée. Les Philadelphia Sixers en ont gagné 4 d'affilée. Voilà pour les séries des équipes intéressées par les playoffs, puisque derrière on va se battre, je pense, pour obtenir des meilleurs choix de draft possibles, même si tout est encore jouable sans doute pour une équipe comme les Charlotte Hornets, même si ce sera très difficile avec 7 matchs de retard au goal average face à la 8e équipe de la conférence. Voilà, désolé, je me suis étalé un peu, du coup j'ai fait un peu le boulot de la ronde NBA, mais on est mardi soir et le prochain épisode de la ronde NBA sera vendredi, puisque je vais aller, d'habitude c'est le jeudi, mais là ce sera vendredi puisque ce sera la trêve et qu'il y a des matchs jeudi soir. En l'occurrence, je crois qu'il y a 2 matchs, je ne sais plus lesquels, mais il y a 2 matchs qui ne concernent pas les Raptors d'ailleurs. Tant mieux, puisque DeMar DeRozan va au All-Star avec Kyle Lowry dans l'équipe de Stephen Curry, et le coach des Raptors, Dwayne Casey, et son staff seront le coaching staff pour l'équipe de LeBron James. Voilà, allez, c'est fini mon post-scriptum et ma parenthèse statistique classement est terminée. Je vous dis à demain soir, bonne soirée, ciao les copains.